continuer en fait la troisième séance et la dernière sur l'ingénierie de formation. Les gens qui ont assisté en fait à la première et la deuxième séance, la première c'était Didier en fait justement ce que c'est l'ingénierie de formation dans sa globalité. Et la deuxième partie, c'était surtout les tools, c'est-à-dire les outils qui vont nous aider à concevoir, à développer, à piloter, à évaluer ou bien apprécier en fait l'ingénierie de formation. D'accord. Comme vous le savez, en fait, l'ingénierie de formation ou la formation générale, il a un coût. On est bien d'accord. On a vu en fait qu'il y a des moyens d'évaluer ou d'apprécier en fait le retour sur investissement. Pourquoi on cherche en fait à vérifier en fait le retour sur investissement? Pourquoi? Parce que c'est un investissement, parfois ça peut être coûteux pour l'entreprise. C'est la raison pour laquelle en fait aujourd'hui on va voir des mécanismes, parce que généralement dans l'ingénierie de formation, c'est-à-dire les gens ils vont, quand on parle remboursement, on va vers l'OFPT automatiquement. Il n'y a pas que l'OFPT, il y a d'autres mécanismes qui peuvent en fait justement aider les entreprises à contribuer dans leur formation, d'accord. Et c'est la raison pour laquelle on va voir en fait l'OFPT et l'ANAPEC. J'ai envoyé tout à l'heure en fait ces badres en fait quelques supports qui vont nous aider dans le déroulement de la formation, mais j'aimerais bien faire un petit peu d'histoire ou vous expliquer un petit peu le contexte général. Le remboursement, on a expliqué, c'est un coût effectivement où les entreprises cherchent à se faire aider par les mécanismes de remboursement, que ce soit l'OFPT ou bien l'ANAPEC. Maintenant, on va attaquer en fait l'OFPT avec ces mécanismes en fait justement de remboursement. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les prestations qu'ils proposent? Comment? Quelles sont les étapes? D'accord? Et quels sont les documents en fait associés à cette démarche de remboursement? Alors, l'OFPT, c'est l'Office en fait justement de la formation professionnelle. Il a mis à la disposition de certaines entreprises qui sont éligibles. On va voir ce que c'est l'éligibilité. Que s'ils décident en fait justement de former leurs collaborateurs, d'accord, l'OFPT, il peut contribuer en fait justement à ce budget-là à travers en fait justement des aides et de remboursement réalisés directement par l'OFPT. D'accord. La démarche elle est simple, mais dans un premier temps il faut comprendre pourquoi l'OFPT en fait aujourd'hui se porte volontaire pour rembourser ou bien participer en fait justement à la formation. D'accord. Alors l'OFPT il a en fait, si vous voulez, en fait deux missions principales. D'accord. C'est-à-dire la première en fait aujourd'hui c'est les centres de formation professionnelle. C'est ce qu'on voit en fait, c'est l'ISTA, etc. C'est-à-dire former des gens. D'accord. C'est-à-dire c'est des bac plus 2, c'est des niveaux bac, c'est des qualifications. Ça c'est une mission principale et d'ailleurs en fait aujourd'hui ils le font très bien. D'ailleurs en fait certains lauréats de l'ISTA ils sont excellents, que ce soit le développement, la restauration, etc. D'autres filières aussi. Et la deuxième, je dirais, mission de l'OFPT, c'est en fait justement venir en aide ou bien aider les entreprises à se faire rembourser. Pourquoi? Parce que certainement, pour les étudiants, en fait, le problème ne se pose pas parce que vous n'êtes pas encore salarié, mais les gens qui travaillent déjà, je ne sais pas, pour certains, c'est-à-dire ça ne figure pas dans tous les bulletins de paie, c'est qu'il y a une rubrique, ce qu'on appelle la taxe de formation professionnelle. D'accord? Alors, c'est quoi cette taxe de formation professionnelle? C'est que le salarié, plutôt l'entreprise, il paye, d'accord, pour le collaborateur un montant mensuel qui est de 1,6% de la masse salariale individuelle par salarié. Ce montant-là, il est récupéré certes par la CNSS, d'accord, qu'on verra par la suite, d'accord, pour une culture générale pour savoir en fait le lien, qui est récupéré, récolté et collecté, et en fait aujourd'hui injecté dans le ministère en fait de la Finance. Mais ce budget-là, ou bien ces recettes-là, ils servent en fait justement à construire en fait justement des centres de formation et aussi en fait justement rembourser les entreprises qui sont éligibles. D'accord? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une contribution déjà préalable de l'entreprise parce qu'il paye pour chaque salarié 1%, 1,6% de la masse salariale. D'accord? La masse salariale, c'est le salaire net plus
par patronal et par salarial, d'accord? Et ce montant-là, il est collecté certes par la CNSS, parce que la CNSS, en fait, aujourd'hui, il a plusieurs, en fait, justement, produits. Il y a, en fait, l'AMO, c'est l'assurance maladie obligatoire, qui a été lancée, en fait, justement, en 2005. Et il y a, en fait, l'indemnité de perte d'emploi que le salarié, aujourd'hui, bénéficie tout de suite là, en cas de crise, le cas de corona. Bon, c'est vrai, en fait, il était plafonné, en fait, à 2500. Vu la masse, il a été réduit, il est assigné, en fait, à une indemnité de perte d'emploi de 2000 dirhams. Il y a également, en fait, justement, le 1.6, qu'on appelle la taxe de formation professionnelle, collectée par la CNSS, mis, en fait, à la disposition du ministère des Finances, et qui est utilisée par l'OFPT pour soit former des gens à travers leur centre de formation, ou rembourser, en fait, justement, les entreprises. D'accord? Alors, une fois l'entreprise, il a bien ficelé, en fait, justement, son ingénieur de formation, et qui se projette, je dirais, de lancer un plan de formation, il y a la possibilité de se faire rembourser, d'accord? C'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on va voir que pour y arriver, il y a tout un process, en fait, à respecter. J'avoue que c'est pas facile, en fait, c'est pas aussi simple parce que ça consomme énormément de ressources. Il faut avoir une personne à plein temps, en fait, justement, pour gérer, en fait, l'aspect administratif. Il y avait, en fait, justement, un passage à Lux Radio qui parle, en fait, justement, surtout pour la PME, PMI qui ont moins de 3 millions de dirhams de taxes de formation professionnelle. La démarche est un petit peu compliquée, d'accord? Mais de toute façon, il faut la savoir, il faut la suivre, espérant que aujourd'hui, avec la digitalisation, d'accord, la direction générale de l'OFPT à la tête, la nouvelle directrice, ils peuvent aller vers des choses, en fait, plus simples et en mode digital, d'accord? Ça va arranger, en fait, justement tout le monde, surtout, en fait, les entreprises qui n'ont pas les ressources pour, en fait, attaquer l'aspect administratif, d'accord? Alors, on a expliqué un petit peu ce que c'est l'OFPT, sauf, c'est ce qu'on appelle, en fait, si vous voulez, en fait, à travers les contrats spéciaux, hein. C'est-à-dire, si vous entendez, en fait, les contrats spéciaux, c'est tout simplement de formation, c'est lié à l'OFPT pour le remboursement des entreprises éligibles, d'accord? Alors, justement, on va parler d'IGIAC, d'accord? Alors, il y a l'OFPT, d'accord? Il a désigné, en fait, des organismes, d'accord, qui ne sont pas étatiques, mais qui ont des agréments, pour qu'ils puissent, en fait, aujourd'hui, vérifier ou bien faire l'intermédiaire entre l'entreprise et l'OFPT, la direction générale. C'est inconcevable, en fait, que toutes les entreprises, en fait, aujourd'hui, marocaines, vont déposer, en fait, un dossier, ils vont être accompagnés. C'est la raison pour laquelle on a créé, en fait, ce qu'on appelle l'IGIAC. Tout simplement, c'est le groupement interprofessionnel d'aide au conseil. On verra, en fait, justement leur mission. Leur mission, c'est de vous accompagner, d'accord? Vous payez, en fait, une cotisation, en fait, annuelle, de vous donner, en fait, les mises à jour, les actualités, et de vous dire, en fait, justement, est-ce que votre plan de formation, d'accord, il est valable ou pas? C'est qu'il vous aide aujourd'hui, d'accord, à déposer votre dossier. C'est-à-dire, il vérifie, en fait, justement, l'ensemble des documents pour dire, voilà, il faut changer ça, il y a une comité. Une fois c'est fait, on vous donne, en fait, une attestation d'accès, qu'on va en parler tout à l'heure. Très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé de l'éligibilité. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent ou bien avoir accès au remboursement. C'est normal, c'est légitime même, dans la mesure où ils ne paient pas, en fait, la taxe de formation professionnelle. Il y a des entreprises qui ne paient pas la CNSS, où là, ils ont des problèmes, en fait, aujourd'hui, au niveau des arriérés, en fait, avec la CNSS, c'est-à-dire il y a des retards. Ils ne peuvent pas bénéficier tant qu'ils ne sont pas à jour avec la CNSS, pour qu'ils puissent éligibles. C'est la raison pour laquelle, en fait, il y a un site qu'on verra tout à l'heure. Sauf, je reviens, en fait, un petit peu sur l'IGIAC, parce que, comme j'ai dit, en fait, c'est un groupement interprofessionnel, en fait, aide au conseil, mais aujourd'hui, l'OFPT, il a jugé nécessaire, en fait, aujourd'hui, de désigner, parce que c'est du conseil, automatiquement, il y a des gens qui sont expérimentés, ils ont réparti, en fait, l'IGIAC en plusieurs, si vous voulez, secteurs. Il y a l'IGIAC du textile, c'est-à-dire les entreprises qui opèrent dans le textile, GIAC technologie, tout ce qui est SS2I, même, en fait, les call centers, d'accord? Les GIAC IMME, d'accord, les GIAC pêche et maritime, ce qui fait chaque entreprise ou le groupement des entreprises, ils doivent s'adresser à les GIAC qui correspond à leur secteur d'activité. Comme ça, en fait, ils seront bien accompagnés, d'accord?
et en fonction en fait justement des ressources. Bon, bien sûr, quoique il faut faire en fait un grand effort en fait au niveau de l'IGIAC, c'est vrai sur le plan administratif, mais sur la partie en fait ingénieur de formation, il simplifie, hein, c'est-à-dire aujourd'hui ils ne peuvent pas aller en fait trop loin, il simplifie, ils vous encadre quelques recommandations, mais pour moi en fait ça reste quand même je dirais insuffisant, d'accord. Alors l'éligibilité, d'accord, aux contrats spéciaux de la formation. Tout à l'heure on a dit en fait l'entreprise qui ne paie pas de CNSS, en général, c'est-à-dire les 1,6% qui figurent dans le bulletin de paie des salariés ou pas, parce qu'il y a des entreprises qui cachent cette partie parce que c'est une part patronale, vous ne pouvez pas la voir dans votre bulletin de paie, mais si ils payent, c'est-à-dire normalement c'est 1,6 sur la masse salariale. Alors l'éligibilité, c'est-à-dire pour qu'une entreprise, prenons par exemple en fait en 2020, une entreprise qui souhaite en fait lancer une ingénierie de formation, il faut qu'il soit à jour, d'accord, pour l'année dernière, c'est-à-dire entre N-2, d'accord, c'est-à-dire on va dire 2018, et N-1, c'est-à-dire 2019, d'accord, pour qu'il puisse en fait justement être éligible. Maintenant, il y a un site, quand vous pouvez le voir en fait justement sur le diapo, cbd.ofpt.ma/éligibilité, d'accord, qui permet de vérifier est-ce que l'entreprise, c'est-à-dire le responsable RH ou DRH ou responsable formation, avant de se lancer dans la démarche de remboursement, il doit vérifier premièrement est-ce que son entreprise elle est à jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous payez en fait justement la CNSS que vous soyez à jour. Parfois, il y a en fait des retards, il y a des réclamations, ce qui fait, il faut vérifier. C'est la raison pour laquelle l'OFPT, il a mis en place en fait ce site-là qui permet de vérifier en fait l'éligibilité en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut aller sur ce site-là, mettre le numéro d'affiliation de la CNSS de l'entreprise. Attention, il y a des gens qui vérifient en fait avec le numéro de CNSS de salariés. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais il vaut mieux en fait justement en parler. Prendre le numéro de la CNSS, le mettre, le taper, et mettre l'année que vous souhaitez en fait lancer votre formation, d'accord, par exemple 2020, et cliquer sur vérifier l'éligibilité. Automatiquement, si vous êtes éligible, ça va donner en fait aujourd'hui ce slide là où c'est éligible pour 2016 par exemple. Si vous n'êtes pas éligible, d'accord, on va vous dire c'est en rouge, non éligible. Maintenant en fait, il n'y a pas que la formation, bien que l'entreprise qui doit vérifier son éligibilité, mais il doit également vérifier l'éligibilité en fait justement de ces cabinets, c'est-à-dire les prestataires de formation qui doivent fournir ou la prester ou la faire une formation, ils doivent être eux aussi éligibles à la formation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle une fois vous avez lancé votre cahier de charge et vous avez des consultations, vous avez des réponses, il faut vérifier premièrement en fait est-ce que ces cabinets, premièrement, ils sont éligibles à la formation ou pas. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, en fait, on va parler du champ d'action de la formation, des actions de formation. Il y a, si vous voulez, 3 catégories d'actions de formation. C'est-à-dire les formations planifiées. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en 2019, fin 2019, début 2020 même, et on a des besoins de formation. Ils sont planifiés. On a un prévisionnel. On sait qu'il y a un besoin et on doit le planifier. D'accord? Ce qu'on appelle en fait les formations planifiées. Le terme FP, ça va se répéter, c'est-à-dire les formations planifiées. C'est-à-dire, on est déjà averti, il y a un besoin de formation, on l'a prévu. D'accord? Deuxième action de formation, ce qu'on appelle les formations non planifiées. D'accord? À la dernière minute, ça arrive d'ailleurs, on a une formation qu'il faut satisfaire rapidement. Et aujourd'hui, oui, la formation est coûteuse. Est-ce qu'il y a un moyen, en fait, justement, de se faire rembourser? Oui, l'OFPPT, il a prévu également, en fait, qu'il y a des remboursements pour les formations non planifiées. On verra les plafonds, c'est pas la même chose. Pour les formations planifiées, on peut un petit peu anticiper. Pour les formations planifiées prévues déjà, ils ont un barème, en fait, justement, de 70% de coût de formation en respectant la nomenclature des formations nationales. Et s'il s'agit d'une formation non planifiée, c'est la dernière minute. Je vous donne en fait un exemple. Il me semble en fait en 2009, en fait, il y avait
la formation 009, non, c'est ça, 0908, d'accord? C'est sur la protection des données personnelles, privacy, etc. Cette formation n'était pas en fait dans le plan de formation, il fallait la faire en fait l'année, je dirais, en cours. C'est une formation urgente parce que c'est une formation liée à Banque Le Maghreb par exemple, ou pour les banques ou autres. Ce qui fait, on ne l'a pas prévu en 2019, d'accord, mais il faut le faire absolument. C'est une formation considérée comme non planifiée si on ne la fait pas en fait entrer dans le plan de formation. Il y a également un autre type de formation, alphabétisation fonctionnelle, d'accord, pour les usines, l'industrie, les gens qui veulent un petit peu lire, écrire, etc. Ça arrive, il faut en parler parce qu'un responsable RH aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, il est en mesure de monter en fait une ingénierie de formation. On ne va pas parler en fait que des formations lean management, PMP book, etc., de coaching, mais il y a des gens qui ont besoin des formations, comment écrire, comment lire, etc. Il y a des entreprises qui prennent, je dirais, ce type de formation pour ce qu'on appelle en fait des actions d'alphabétisation fonctionnelle, qu'ils ont un plafond qu'on verra par la suite. D'accord? Maintenant, ça c'est par rapport en fait à l'organisme de formation. Il faut qu'il soit aussi éligible, c'est très important. D'accord? S'il n'est pas éligible, c'est-à-dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler avec lui, il faut chercher quelqu'un d'autre qui est éligible. Attention, attention, le responsable de formation, il doit vérifier également l'éligibilité du cabinet avec lequel il souhaite travailler. Sinon, le dossier, ça va être rejeté et toutes des allers-retours, etc. On verra même en fait par rapport aux avances comment ça se passait. D'accord? Maintenant, on va voir un petit peu les plafonds. D'accord? Ce qu'on a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, à la lecture, bon, on va pas faire un petit peu de la polémique, mais on verra en fait ce schéma ou bien ce tableau-là, il favorise un petit peu la PME, c'est-à-dire les entreprises. Si on prend le sigma de la taxe de la formation professionnelle, qui est dans le tableau, qu'on parle de la TFP. D'accord? Les entreprises qui ont entre 0 et 20 000 dirhams, ils ont un plafond, d'accord, 10 fois la taxe de formation professionnelle déclarée. Je donne un exemple. J'ai des salariés, admettons que je paie en fait justement, si je prends le sigma des 1,6 de leur taxe de formation professionnelle, je vais la situer par exemple 9 000 dirhams. C'est-à-dire 9 000 dirhams, ok, entre 0 et 20, il faut que je prenne en fait 9 000 dirhams fois 10, c'est-à-dire j'ai 90 000 dirhams de budget de formation que je peux récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai en fait un taxe de formation professionnelle entre 20 000 et 200 000, d'accord, j'ai 200 000 dirhams d'office. Et si j'ai en fait justement entre 200 000 jusqu'à 3 millions de dirhams, parce que là on va parler en fait d'une entreprise, d'une démarche grand compte, c'est tout simplement le montant de la taxe de formation professionnelle déclarée. C'est-à-dire, je paye en fait 400 000 de taxes de formation professionnelle. C'est pas la masse salariale, attention. Prendre la masse salariale, 1,6. Par exemple, j'ai 400 000. Aujourd'hui, j'ai droit à 400 000 dirhams de remboursement théorique. On est bien d'accord. Mais chez Guillaume, en fait, voilà, en fait, 400 000, j'ai droit à 400 000. Il faut respecter la nomenclature, la démarche, etc. Très bien. Alors, maintenant, je vais revenir, en fait, justement, sur la partie plafond. C'est-à-dire, aujourd'hui, les entreprises ayant moins de 3 millions de dirhams, d'accord, ils ont une démarche à part de taxes de formation professionnelle, et s'ils lancent des formations planifiées, messieurs, dames, ils ont, c'est bien une filmia, d'accord, de coûts de formation retenus. Et si ils n'ont pas prévu cette formation, d'accord, ils vont avoir 40% du coût de formation retenu. L'alphabétisation en fait au fonctionnel, c'est à 80% du coût retenu, d'accord, plafonné à 3 000 dirhams par personne alphabétisée. S'il s'agit d'une formation planifiée et réalisée en interne, parce qu'il y a des entreprises qui disposent en fait justement des formateurs en interne. Et au lieu de payer en fait justement des prestataires à l'extérieur, ils préfèrent la faire en interne. C'est la raison pour laquelle ils peuvent eux aussi, d'accord, être remboursés, bon, à travers l'entreprise, bon, à 70% plafonné à 800 dirhams par jour.
Alors, si vous voulez, c'est comme si on est en train de compenser, en fait, justement, le salaire de ce formateur. Avec un petit chouïa. Bon, ça dépend, en fait, justement, de son salaire. Et les formations non planifiées, d'accord, réalisées en interne, ils ont 40%. Tiens, moi, ils sont planifiés, en fait, à 800 dirhams par jour. Très bien. La procédure. Alors là, je m'accroche. D'accord. Parce que, franchement, l'ingénieur de formation, la démarche de remboursement, il y a des documentations sur Internet. Il y a les F2, les F3, la démarche, il y a même en fait des documents de l'OFPPT. Mais aujourd'hui, il doit y avoir un know-how comment éviter un refus. Je ne vous cache pas que l'OFPPT, il ne tolère pas, d'accord, justement, les erreurs. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut en fait justement refuser un dossier qui est mal ficelé. Là, il y a une formation qui n'a pas été déclarée, etc., etc. D'accord? Alors, la démarche, en fait, si vous voulez, si je veux schématiser, une fois on a notre rapport d'ingénierie de formation, si vous en rappelez, c'est-à-dire le rapport qui trace le besoin, pourquoi on justifie notre plan d'action, d'accord? Il faut le joindre avec quelques documents qu'on verra tout à l'heure, ok? Pour le déposer au niveau de l'IGIAC, d'accord? Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le groupement interprofessionnel en fait des aides au conseil, pour voir est-ce que le dossier je dirais, est éligible. C'est-à-dire, je ne parle pas d'éligibilité en fait qu'on a vu sur Internet, mais est-ce que le dossier il est conforme, d'accord? Alors, l'IGIAC, il va couronner ça, ou bien, si vous voulez, le livrable de cette étape-là, c'est l'attestation d'accès, c'est-à-dire l'accès à la formation, si vous voulez, d'accord? C'est que aujourd'hui, il y a la démarche, l'accès, attestation, accès à la formation, il y a un dossier administratif, il y a un dossier financier, il y a un dossier de remboursement. C'est normal. C'est-à-dire, dossier administratif, toute la documentation concernant le F2, F3, qu'on verra par la suite, le modèle 1, d'accord? Et le dossier financier, c'est-à-dire les factures, l'évaluation, etc. Et à la fin, en fait, on va rembourser après la formation, mais en fait, on verra en fait les deadlines. Ça, c'est le process, je l'ai expliqué. Alors, dans un premier temps, le dossier administratif. D'accord? Alors, dans un premier temps, il nous faut la fiche, bien ce qu'on appelle la F1. L'ensemble des documents existent sur le site de l'OFPT au Maroc. D'accord? Il y a la fiche d'identification de l'entreprise, c'est le F1. D'ailleurs, en fait, là, je l'ai envoyé à Sébastien qui pourra en fait justement partager avec vous. Et c'est une fiche d'identité de l'entreprise, d'accord? Un modèle de l'extrait de registre de l'entreprise, de commerce, d'accord? Il nous faut en fait un RC, une attestation d'identité bancaire de l'entreprise, c'est-à-dire pour faire le remboursement une fois le document ou la formation terminée est achevée, et une pièce justificative d'habilitation du pouvoir de signature de contrat, c'est-à-dire aujourd'hui, le statut, mais parfois délégation de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un changement, etc. Ça, c'est l'accès éligibilité, ce qu'on a vu. Alors, l'attestation d'accès, c'est-à-dire le first step, d'accord? On prend des documents, d'accord? On va les joindre avec le F2 et le F3, qu'on verra ce que c'est. Alors, le F2, tout simplement, c'est l'identification de l'entreprise, de l'action de formation. D'accord? C'est qu'aujourd'hui, ça sera bien en fait justement de partager en fait justement ces documents en temps réel. Le F2 par exemple, c'est qu'on souhaite former sur les ressources humaines, le nombre des participants, la date, l'horaire, d'accord? Est-ce que c'est des cadres, non cadres? D'accord? Parce que c'est très important, parce que aujourd'hui, quand vous voulez déposer votre rapport d'ingénierie de formation, les GIAC, parfois, ils vont dire, en fait, ça sera bien, en fait, justement, d'équilibrer entre les cadres, les non-cadres, les agents de maîtrise, etc. D'accord? Alors, cette attestation d'accès, ils peuvent être demandés à partir du 1er novembre du N-1, c'est-à-dire aujourd'hui pour 2020, admettons, je peux commencer à la demander, j'ai le droit de la demander, le 1er
octobre, en 2019. Je ne comprends pas pourquoi en fait aujourd'hui ça traîne et le plan de formation il débute ou là il démarre que en mois d'octobre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou là en fait en août. D'accord? C'est que aujourd'hui je peux avoir mon attestation l'année précédente, c'est-à-dire en 2019. Je me prépare. Alors une fois en fait j'ai cette attestation, bon, et comme je disais en fait le modèle 1, le F2 pour l'entreprise, l'action de formation, et le F3. Alors le F3 c'est quoi? C'est un document de l'identification le cabinet de formation. Et vous pouvez le voir en fait même sur internet, vous pouvez mettre en fait le F3 qui indique en fait l'entreprise, c'est-à-dire le prestataire de formation, le nombre de formateurs qu'il a. On s'assure de la stabilité. D'accord, combien de formateurs internes, combien de formateurs externes, les moyens pédagogiques, etc. D'accord. Et ce document-là, lorsque vous êtes en train de lancer la consultation, lorsque vous avez rédigé en fait votre cahier de charge, il faut automatiquement le demander auprès du cabinet de formation pour une éventuelle collaboration. Très bien. Alors, ça, c'est fiche de renseignement, c'est ce qu'on a vu, dépôt de vérification de dossier technique. Alors là, pour les formations planifiées, excusez-moi, parce que ce qu'on a vu en fait tout à l'heure, c'est que on est en train de planifier, d'accord, des formations à travers un rapport d'ingénierie de formation, à travers, parce que si il s'agit d'une formation non planifiée, d'accord, on ne peut pas faire un rapport d'ingénierie de formation, c'est une autre démarche, d'accord? On demande en fait le dossier, le modèle 1, le F2 et le F3. Tout simplement, c'est le dossier technique pour lancer une formation non planifiée, parce qu'on n'a pas le temps en fait de faire un rapport d'ingénierie de formation, se faire accompagner par un cabinet, etc. C'est que en milieu de l'année, on a un besoin, on récupère en fait le dossier technique, il n'y a pas d'attestation d'accès, il n'y a pas de rapport d'ingénierie de formation. On dépose ça et on attend en fait le contrat qu'on verra par la suite, parce que le contrat va être édité une fois étudié dans le comité d'IELOM. C'est que pour dire voilà en fait c'est un contrat qui lie l'OFPT et l'entreprise pour réaliser les formations qui ont été déjà mentionnées dans le rapport d'ingénierie de formation et dans le modèle 1, d'accord, et il vous dit en fait carrément le montant que vous allez récupérer à l'issue de la fin de votre plan d'ingénierie de formation, qui doit être légalisé au niveau de la perception et la faire retourner à l'OFPT. Très bien. Alors là, c'est un petit tableau qui schématise. D'accord? Alors, en fonction du type d'action de formation. Lorsqu'il s'agit des actions de formation planifiées, d'accord, le dépôt de demande de financement doit se faire le 30 juin de l'année en cours. Lorsqu'il s'agit des actions de formation, on peut commencer que des jours ouvrables, au moins à compter de la date de la réception de la demande de financement. Lorsqu'il s'agit des formations non planifiées, le dépôt du dossier, c'est avant le 30 novembre, c'est-à-dire tel novembre, il nous reste en fait un mois, c'est normal, c'est logique. On n'a pas prévu cette formation, il temps. Sinon, il faut en fait la programmer, en fait, décembre, il faut la programmer en fait l'année suivante. D'accord? Et les formations ne peuvent pas commencer que 5 jours ouvrables, au moins, à compter de la date de réception de demande de financement. Alors, traitement de la demande de financement. Je ne sais pas, est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair? Je vais répéter. Aujourd'hui, l'OFPT a mis en place un mécanisme qui permet en fait aux entreprises de se faire rembourser. Pourquoi? Parce que les entreprises, ils payent déjà ce qu'on appelle la taxe de formation professionnelle de 1,6% de la masse salariale. Et automatiquement, s'ils la payent, c'est-à-dire s'ils sont éligibles, qu'on a vu, il faut vérifier en fait à travers le site, ils ont droit pour demander de remboursement. Maintenant, en fait, pour demander de remboursement, il y a une démarche administrative, certes lourde, mais il faut faire avec. Premièrement, pour les formations
planifiées. Pour les formations planifiées, cela veut dire en fait aujourd'hui que on a prévu ce besoin-là et on l'a mis, d'accord, et on va en fait justement le déployer ou bien la satisfaire l'année prochaine, par exemple. Une formation non planifiée, c'est-à-dire à la dernière minute, un besoin de formation urgent, tant, et on doit en fait justement le satisfaire. Encore l'OFPPT, il a demandé en fait justement, il a informé nos entreprises qu'ils peuvent faire rembourser, mais à hauteur de 40%. Contrairement à la formation planifiée qui peut aller en fait justement, bon, qui est de 70%. Très bien. Alors, maintenant en fait, pour se faire rembourser, il y a une démarche. Premièrement, pour les formations planifiées, il faut tout d'abord avoir l'attestation d'accès. Alors, l'attestation d'accès, comment la récupérer? Ce livrable-là, ce output-là, comment il est récupéré? Premièrement, il faut être adhérent à l'IGIAC de votre secteur. On a vu en fait qu'il y a plusieurs secteurs. IGIAC technologie, IGIAC textile, etc. Il faut payer en fait les cotisations et déposer un dossier. Le dossier, on a vu le statut, le RIB de l'entreprise, le registre de commerce, le M1, c'est-à-dire qui récapitule en fait l'ensemble des formations, le F2, c'est-à-dire pour chaque action de formation, il faut remplir en fait un F2. Je prends l'exemple de management des équipes, d'accord? Il faut renseigner en fait les objectifs pédagogiques, ce qu'on a vu pour justifier, d'accord? Et il faut également le joindre avec le F3. Alors, une fois ce dossier-là est déposé, on aura aujourd'hui l'attestation d'accès, d'accord? Et mieux encore, par la suite, l'OFPPT, il va éditer un contrat, d'accord? Entre l'entreprise et l'OFPPT, en indiquant en fait les actions qui ont été arrêtées et leur plafond. Maintenant, attention, un point très important qui n'existe pas en fait justement sur les slides, c'est il y a des entreprises, ils se disent voilà, en fait j'ai 400 000 dirhams, je vais les récupérer dans une seule formation. Formation, machine, etc. etc. Non, aujourd'hui, l'OFPPT, c'est des experts aussi de la formation, ils ont fait un barème. C'est comme le domaine médical, au niveau de remboursement et des polices. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je fais en fait une formation en ressources humaines, on sait en fait normalement le coût normal d'une formation, c'est-à-dire le plafond. Ce qui fait, même si vous allez ramener en fait le meilleur consultant qui va vous facturer en fait justement des millions d'euros, vous serez plafonné aux nomenclatures qui existent déjà sur le site de l'OFPPT. D'accord? Il y a même en fait les formations à l'étranger qui peuvent être en fait justement remboursées, mais il faut en fait remplir en fait un document spécial, d'accord? Sauf le e-learning. Le e-learning aujourd'hui, il n'est pas remboursé par l'OFPPT, mais il y a un projet, il travaille dessus pour qu'il puisse en fait justement être pris en charge. Parce que bon, il y a un autre mécanisme pour le e-learning. Est-ce que c'est en mode SaaS avec Maroc PME, mais c'est destiné en fait pour les PME PMI. D'accord? Très bien. Alors, le dépôt du dossier technique de la demande pour les formations planifiées, d'accord? C'est-à-dire, le contrat, il va être en fait édité 2 mois après le dépôt. On verra en fait par la suite en fait le détail, d'accord? Alors, ça sera bien en fait d'aller directement dans ce tableau qui schématise l'ensemble de la démarche. Excusez-moi, je vais aller vite. Ça, c'est les documents qu'on a vus. Alors, voilà, ce document-là. Et il récapitule en fait l'ensemble de ce qu'on a vu en matière de deadline. D'accord? Ok? Le dossier technique, le dossier financier, d'accord? Et l'attestation d'accès. Pour les formations planifiées, le dossier administratif. C'est ce qu'on a vu. C'est le F2, le F1, le M1. Il ne faut pas que ça me fait tourner la tête. À force de forger, on devient menuisier, on change de métier. Il faut retenir les F2, les F1. C'est simple. Il faut juste en fait les imprimer, les télécharger, les imprimer. Le M1, c'est tout simplement en fait le récap de toutes les entreprises, les besoins de formation de l'entreprise. Le F2, c'est chaque formation, il doit avoir sa fiche d'identification avec les objectifs pédagogiques. Et le F3, qui est envoyé une seule fois, d'accord, par le cabinet,
qui nous renseigne sur la fiche, l'identité de l'entreprise en matière de ses moyens, de ses formateurs externes et externes. D'accord? Alors, l'attestation d'accès, on peut la voir à partir de octobre, je dirais, 2000, de N-1, c'est-à-dire en 2019, d'accord? Le dossier technique, on peut le déposer pour les formations planifiées jusqu'au 30 juin de l'année N, d'accord? Le dossier financier, on peut l'avoir en fait le 30, mais N-1, pardon, d'accord? Le retrait de contrat, elle est le 28 février N+1, d'accord? De toute façon, ce tableau-là, je peux le partager avec vous pour avoir plus parce qu'il y a beaucoup de deadlines et à un certain moment, on risque en fait justement de se perdre. C'est la raison pour laquelle je les ai schématisés, d'accord? Et lorsqu'il s'agit en fait du remboursement, normalement, le grand maximum, c'est le 31 décembre de N+1. C'est-à-dire, si on a fait en fait une formation, d'accord, et tout va bien, le remboursement, il tombe, d'accord, le 31 décembre 2021. Quoique, en fait, parfois, c'est pas aussi évident. Il y avait en fait des entreprises il y a longtemps qui ont un petit peu galéré pendant des années, mais il faut pas en fait baisser les bras parce qu'il y avait un historique, il y avait pas mal de choses. Je vais pas en fait justement parler en détail sur ce qui s'est passé à l'OFPT, de telle sorte que commence un petit peu à refuser quelques dossiers frauduleux de remboursement. D'accord? Et pour les formations planifiées, en fait, il n'y a pas d'attestation d'accès automatiquement, il n'y a pas de dossier administratif, d'accord? Il y a un dossier technique, d'accord? Là, il faut mettre en fait le M1, le F2, le F3. Excusez-moi, ça risque en fait justement de vous perturber, mais il faut un petit peu apprendre par cœur les F2, les F3, ce que c'est, et surtout, vous aurez les F2, les F3, et surtout les F2, s'ils sont mal renseignés, d'accord, il peut être refusé. Je me rappelle très bien que vous pouvez pas faire en fait l'horaire continu, c'est-à-dire de 9h à 14h par exemple. Pour eux, vous serez remboursé sur une journée entière. Et au niveau en fait des dates, il y a une règle spécifique à respecter. D'accord? Vous ne pouvez pas renseigner en fait cette fiche-là n'importe comment. D'accord? Alors pour le dossier financier, c'est le 30 avril N+1. Le retrait, c'est le 28 février N+1. Et grand maximum pour le remboursement, la même chose pour les formations planifiées, ça veut dire le 31 décembre N+1. Très bien. Alors, ça concerne l'OFPPT. Il y a quelques points de vigilance qu'il faut prendre parce que une fois qu'on a lancé, je dirais, la formation, d'accord, il faut remplir des fiches d'évaluation qui sont propres à l'OFPPT. Il exige que ça soit rempli par le participant lui-même. Et là, il y a certains, en fait, justement, entreprises ou il y a certains responsables de formation, ils signent à la place du participant pour déposer le dossier. Parfois, il y a en fait un contrôle après la formation. Ils demandent aux participants, en fait, justement, de venir signer. Et si, en fait, la signature n'est pas conforme, le dossier, il risque, en fait, justement, d'être refusé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait, en fait, il faut vraiment mettre les moyens financiers RH pour le suivi, je dirais, de cette formation. C'est-à-dire, une fois la formation est assurée, il nous faut les fiches d'évaluation de cette formation. Là, ce qu'on appelle les F4, d'accord, liste de présence également, d'accord. Il y a même en fait une attestation faite par le cabinet de la réalisation d'actions, d'actions de formation, qu'il faut demander au formateur, parce que si vous loupez ça, une fois le formateur il sort, là, vous avez du mal en fait justement à la récupérer par la suite. Il faut être en fait très à cheval, parce qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, identification de besoins, mise en place du rapport d'ingénierie de formation, dépôt administratif, attestation d'accès, les F1, les F2, les F3, les M1, maintenant, le travail, c'est dans la production des documents qui vont vous permettre de justifier
cette action de formation. Attention, il y a des formations qui sont annulées. C'est pas la dernière minute, mais il y a en fait justement des deadlines qu'il faut respecter 3 jours avant. Si vous voulez changer de formateur, ou la annuler et reporter, il faut aviser. D'accord? Bon, ils ont donné en fait une certaine flexibilité. Il y a des entreprises, des formations qui sont annulées, et ils les laissent, mais après en fait ils déposent en fait la totalité. Ça va être en fait justement malheureusement refusé. D'accord? Et vu qu'on parle du remboursement, ça sera bien de parler de la facture aussi. Il y a un modèle de facture qui est propre à l'OFPT qu'il faut renseigner au-delà en fait justement de la facture normale que le client vous envoie depuis son système. Il faut qu'il la cache aussi parce que l'OFPT il demande ce modèle-là avec les justifs. Un point de vigilance très important, c'est que l'OFPT, vous ne pouvez pas faire des avances. Ça m'arrive en fait aujourd'hui de lancer des consultations et des formations à travers des cabinets externes. Et ces cabinets, ils demandent en fait un acompte. Et s'il y a un acompte avant le déploiement de la formation, ça ne va pas être accepté. C'est un point très important. La totalité du virement ou du paiement doit se faire après la formation. C'est très important. D'accord? Très bien. Alors ça, c'est le dossier de remboursement. On a vu en fait les deadlines. Ce tableau-là, il est très important. D'accord? Je le partage avec vous. D'ailleurs, en fait, les informations, c'est juste, il synthétise les deadlines parce qu'il y a plusieurs délais pour le dossier administratif, l'attestation d'accès, le dossier technique ou financier et de remboursement. C'est la raison pour laquelle il faut avoir en fait ces deadlines en tête en les schématisant comme le montre le slide. D'accord? Alors, je reviens sur le deuxième mécanisme de remboursement qui est l'ANAPEC. C'est l'Agence nationale des emplois et des compétences qui a lancé un dispositif qui a marché pour certains secteurs. C'est vrai, en fait, c'est pas généralisé. C'est pour quelques secteurs et on verra en fait comment on peut le faire valoir. C'est qu'ils ont lancé 2 mécanismes. Premièrement, en fait, ce qu'on appelle la formation offshoring. D'accord? Alors, la formation offshoring, selon l'étude en fait du McKinsey à l'époque, ils ont désigné quelques secteurs porteurs, créateurs de richesse, d'accord, qui vont aider en fait justement le Maroc en fait à se distinguer. C'est la raison pour laquelle, pour accompagner cette vision stratégique, il était nécessaire, d'accord, de mettre en place les moyens, et parmi les moyens, au-delà du recrutement, ils ont mis en place en fait justement des programmes de formation, ce qu'on appelle la formation offshoring. L'offshoring, ça concerne les call centers, c'est tout ce qui est relation client, ça concerne en fait les SS2I, c'est-à-dire l'informatique, ou bien dans leur jargon le IT, le Information Technology, et le BPO. À l'époque, on voulait même, en fait ça existe toujours, le back-office, l'externalisation en fait du back-office, des banques, des traitements, des bulletins de paie. C'est vrai en fait aujourd'hui les secteurs, ou bien les 2 domaines, c'est le IT et la relation client. Le BPO, ça reste en fait quand même jusqu'à maintenant en fait timide. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a la partie en fait confidentialité, d'accord, qui freine en fait justement ce type de business. Alors, il y a Omar Rajed qui a posé une question. Est-ce que vous pouvez en fait expliquer brièvement les mots ingénierie de formation? Excusez-moi, exactement à quoi ils visent, à quoi exactement? Alors, ça a été dit en fait la première séance, mais c'est pas grave. C'est-à-dire aujourd'hui le mot en fait ingénierie de formation, il est composé de deux mots. Hein. Il y a la formation qu'on connaît, c'est depuis la nuit des temps. Et le mot nouveau, c'est l'ingénierie. Alors, l'ingénierie, c'est l'ensemble des algorithmes, des méthodes scientifiques pour traiter en fait justement une problématique. D'accord? C'est-à-dire, on veut aujourd'hui faire la formation d'une manière
scientifiques, d'accord, avec des process scientifiques pour mener à bien. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un petit peu des algorithmes, parce que pour banaliser, c'est quoi un algorithme? Tout simplement, c'est l'ensemble des process et des méthodes pour résoudre une problématique. La problématique, c'est former les gens. Bon, quand je dis en fait problématique, c'est les entreprises et dans l'obligation de former parce que c'est devenu en fait un levier de développement. C'est la raison pour laquelle en fait aujourd'hui, on invite quelques vocabulaires qui viennent de l'armée, par exemple, on parle de stratégie, etc. Et on a adopté ce mot ingénierie parce que c'est scientifique. D'accord? On va pas dire en fait scolaire à sa formation et c'est bon, allez, cette fois. Non, il faut que ça soit argumenté d'une manière logique, d'accord? On invite un petit peu la science au domaine de la formation. J'espère que j'ai répondu en fait justement à votre question. D'accord? Voilà. Alors je reviens sur n'hésitez pas en fait parce que est-ce que l'OFPT traite les demandes de remboursement de plusieurs sociétés appartenant au même groupe et consolidé dans chaque raison sociale. Alors aujourd'hui, je vous remercie en fait Céamine en fait pour cette question. Chaque entité, même si c'est le même groupe, d'accord, chaque société qui a sa propre déclaration, qui a son propre numéro de CNSS, d'accord, il sera traité en fonction du barème qu'on a vu en fait justement tout à l'heure, d'accord. Alors je reviens maintenant. Bon, la raison sociale, ça veut dire en fait aujourd'hui, ils ont leur propre numéro de CNSS, une identité en fait juridique. À part la holding par exemple, je prends la holding à l'époque, les CINI, bon c'est plus les CINI en fait aujourd'hui. Chaque entité, chaque filiale, il peut traiter en fait son plan de formation en fait justement à part, d'accord. Le problème de l'IGIAC ne traite pas rapidement les propositions d'ingénierie de formation et lorsque le contrat est établi par l'IGIAC, la validation de l'ingénierie de formation prend aussi du temps. Ce qui fait planifier une formation affichée. Oui, alors c'est Hicham, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, je l'ai souligné en fait tout à l'heure, en fait, l'IGIAC, c'est vrai, il faut faire un effort, mais moi, je suis très optimiste avec l'arrivée de la nouvelle, en fait, justement, directrice de l'OFPT, qui est câblée IT, qui est dans le digital, pour un petit peu simplifier, en fait, cet échange-là. Je ne vous cache pas, en fait, on a monté, en fait, des vingtaines d'ingénieurs de formation, mais aujourd'hui, c'est très compliqué en matière de délais par rapport à la mise à jour, par rapport en fait à des petits dossiers. Le dossier il est refusé pour un an. Bon, on va pas polémiquer, mais pour vous dire en fait aujourd'hui, c'est pas facile, mais il faut pas lâcher le morceau parce que c'est de l'argent, c'est un enjeu derrière. D'accord? Alors, je reviens en fait justement parce qu'on a une contrainte du temps. Il nous reste en fait justement 10 minutes du temps. Aujourd'hui, la formation offshoring, le mécanisme de l'offshoring, il vise en fait justement 3 secteurs. D'accord? Premièrement, l'ITO, c'est-à-dire informatique, relations clients, les call centers, et je dirais le BPO. D'accord? Aujourd'hui, il y a des plafonds, mais cette formation, si vous voulez, ce mécanisme de remboursement, il vise les entreprises à encourager, parce que la finalité aussi de l'ANAPEC, c'est encourager je dirais, le recrutement. Et ces gens-là, pour les recruter, rappelez-vous que l'étude qui a été faite par McKinsey, pour ces 3 secteurs, on a besoin de ressources qualifiées. Et ce qui fait la formation, c'est à travers la formation qu'on peut réussir ce projet, ce beau projet. D'ailleurs, en fait, les résultats, ils sont là. C'est à travers la formation. Et pour la formation, il faut aider un petit peu les entreprises. C'est la raison pour laquelle ils ont fait des plafonds. Pour les call centers, en fait, c'était 6 000 dirhams par tête, à condition qu'il recrute. Il a 6 000 dirhams la première année. Il a droit également, s'il reste dans l'entreprise, son budget, pas qu'il reste, mais son budget qu'il peut exploiter. La deuxième et la troisième année, il y a encore 6 000 dirhams par tête, c'est-à-dire par personne recrutée. Et dans le IT, il y avait en fait 30 000 dirhams pour les ingénieurs. Il y a même en fait des formations pour le top management qui est de 30 000 dirhams. Pour le BPO, en fait, c'était 24 000 dirhams. Ça concerne en fait les 3 secteurs dont j'ai parlé. L'OFPT également, il a mis en place un autre mécanisme, ce qu'on appelle la formation à la carte. Alors, la formation à la carte, et malheureusement, on ne parle pas beaucoup, dernièrement, qui est un mécanisme, je trouve en fait intéressant. Une entreprise, en fait, aujourd'hui, qui a un besoin de formation, qui est déjà détecté, d'accord, il peut faire appel, en fait, à un cabinet de formation, un établissement, en fait, justement, de formation,
Et c'est un contrat tripartite entre l'ANAPEC, l'entreprise et le cabinet de formation. Pratiquement, la formation, elle coûte 0 dirham. C'est-à-dire, aujourd'hui, le cabinet ou bien l'établissement, il forme pour le client final et par la suite, il va se faire rembourser par l'OFPT, pardon, l'ANAPEC. Et l'ANAPEC, il doit vérifier en fait qu'il y a un cahier de charge, qu'il y a en fait justement un plan de formation, il fait des vérifications avant de rembourser le cabinet ou bien l'établissement. Parce que l'établissement aussi, ils peuvent faire de la formation, des écoles, etc. Sauf ce mécanisme-là, en fait, aujourd'hui, il n'est pas assez exploité. Est-ce que craint le budget ou la démarche aussi, il est un petit peu compliquée. Mais ce que je peux vous dire, en fait, qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont dans le IT et dans le relation client qui ont un petit peu bénéficié largement de ce mécanisme de remboursement. Maintenant, la formation à la carte, c'est quel que soit le secteur. C'est ça la différence. D'accord? Alors, brièvement, c'est un petit peu les mécanismes de remboursement. Les points de vigilance, en fait, aujourd'hui, c'est attention à la procédure administrative. Il faut vraiment la maîtriser. C'est-à-dire, vous pouvez voir, en fait, un dossier qui est refusé pour un oui, pour un non. D'accord? Le rapport d'ingénierie de formation, il faut qu'il soit, en fait, justement, bien ficelé, bien argumenté pour qu'il soit accepté par l'OFPT et à travers l'IGIAC. D'accord? Et si jamais vous voulez en fait changer de formation, il faut absolument en fait justement aviser, d'accord, l'OFPT qu'il y a une modification, on annule, on remplace en fait carrément en fait le cabinet par un autre, etc. D'accord? Alors il y a des documents qui vont être en fait justement partagés par ces balles. Le process en fait aujourd'hui, il existe sur internet, mais là en fait, on a parlé un petit peu quelques astuces qu'il faut prendre en considération et quelques zones de vigilance. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je crois qu'on a déjà répondu à ça. Le problème sur l'IGIAC. Ok. Oui, j'ai les différents documents. Oui. C'est Adil Lam, en fait, les documents, ils ont été envoyés à Sebadr, qui va, en fait, justement les partager avec vous. D'accord. Très bien. Écoutez, si vous n'avez pas, en fait, d'autres questions, moi, je vous souhaite Ramadan Mubarak Saïd encore une fois. Et je vous dis en fait à très vite. D'accord? Merci.